Merci. Merci, mesdames et messieurs, merci à vous tous d'être venus assister à ce premier débat, discussion, échange, organisé par, alors, à la fois le Club des Vieux Cons Modernes et la Fédération de la Libre Pensée. Alors, le thème de ce premier débat est donc, je le dis pour ceux qui nous regardent nombreux, c'est quoi penser librement de nos jours? Okay, c'est vaste, hein? Bon, si on se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, on va essayer de faire le tour un petit peu de tout ça, mais d'abord, je vais vous présenter les invités qui sont autour de la table. Évidemment, il y a un micro qui va circuler, vous parlez quand vous voulez, vous levez la main, vous vous présentez, vous dites votre prénom, bonjour, je m'appelle, et tout le monde dit arrête de boire. Ok, vous avez compris le principe? Alors, les invités autour de la table, je vais commencer par la seule femme qui est avec nous, Hélène Lorty, qui est donc, comment on peut dire, militante de la Fédération de la Libre Pensée. Tout à fait, présidente de la Libre Pensée du Val-de-Marne, voilà. Précisément, pour être précis. Ensuite, restons dans la Libre Pensée, Christophe Biteau. Alors lui, bon, bah, c'est un poste au-dessus, hein, c'est le... Vice-président, c'est pas tout à fait au-dessus, il y a vice quand même. Il y a vice. Hein? Vice-président de la Libre Pensée. On a également un libre penseur avec nous. Benoît, alors, je lis ton nom, Shakenburger. Ça va. C'est ça? À peu près. Avec des frites. Oui. Et alors, philosophe, libre penseur. Les deux, mais c'est presque synonyme. Ok. Voilà. On a un autre philosophe, hein, donc là, je veux dire, ça va y aller sec ce soir. Yves Cusset, hein, qui est donc que philosophe. Non. Et comme toi, humoriste aussi. Voilà. Écoute, mes condoléances. Parce que le temps... Parce que j'ai pensé à ce débat, si vous voulez, parce qu'en tant qu'humoriste, la liberté d'expression... voilà. Donc, l'idée m'est venue là. Et Lionel Larquet, fondateur de quoi? De la chaire Bernard Maris. De la chaire Bernard regretté Maris. Tout à fait. Voilà. Alors, le Club des Vieux Cons Modernes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un... J'ai fondé ça avec une bande de bras cassés, il y en a quelques-uns ici. C'est un club de libres penseurs, de gens qui veulent disposer de leur vie, de leur mort en toute impunité, qui considèrent que le bonheur et le plaisir ne sont pas des œuvres d'art, donc ils n'ont pas envie qu'on les encadre. Des amoureux du débat, de la liberté, de la démocratie, enfin toutes ces choses désuètes. Voilà. Et alors, évidemment, tout de suite, je me suis dit, mais avec qui on pourrait faire le premier débat? J'ai appelé la Fédération de la Libre Pensée, et les voilà donc avec nous ce soir. Alors, déjà, on va démarrer là-dessus, parce qu'on parle de libre pensée. Voilà, alors évidemment, à notre époque, penser librement, tout le monde le fait. On pense librement, hein, n'importe qui. Monseigneur Ricard, devant un scout, pense librement. Voilà, on peut penser librement. Maintenant, de là à l'exprimer, c'est autre chose. Est-ce que tu peux, vite fait, nous présenter Eh bien, la libre pensée, c'est quoi? Alors, vite fait, je vais essayer de présenter effectivement très vite fait la libre pensée. Je dirais que c'est deux choses, justement. Premièrement, c'est une méthode. Et là, on pourrait peut-être plutôt parler de pensée libre plutôt que de libre pensée. Alors ça, c'est une méthode, je me tourne vers les philosophes présents, qui remonte à loin. On peut commencer avec l'Antiquité, avec Platon, même dans un siècle qui était qualifié d'obscur comme le Moyen-Âge. On avait des penseurs libres, comme Villon, par exemple, et bien d'autres. Il y a eu la Renaissance, il y a eu le siècle de Lumière, etc., etc. Donc, penser librement, c'est une méthode avant tout. Alors, la libre pensée, par contre, c'est une association qui se targue quand même d'être la plus ancienne association de France, puisqu'elle est née en 1848. Alors, on ne va pas faire la liste de tous ceux qui, très célèbres, tels que Victor Hugo,
ou André Lorulot, moins célèbre et pourtant, qui ont appartenu à la libre pensée, mais effectivement, ça ferait un tableau assez impressionnant. Alors, la libre pensée, pour la définir très très rapidement, elle se qualifierait sur 4 choses. T'as le temps, hein, vas-y. Hein. D'accord, pas de problème. 4 choses. Finalement, t'as le temps. 4 choses. D'abord, la défense de la laïcité institutionnelle. Hein, la libre pensée a été parmi les, je dirais les rédacteurs, les défenseurs et les fondateurs de la loi de 1905. Et elle continue à la défendre avec force et vigueur. Elle est pour une totale... Je te coupe juste, parce que là, ça fera partie du débat, on en parlera après. Les nouveaux tenants de la laïcité, maintenant, sont quand même des gros casse-couilles. Alors, oui, parce que la libre pensée, c'est-à-dire que pour nous, la laïcité, c'est la laïcité contre toutes les religions, si tu veux. C'est pas la laïcité uniquement à partir du moment où on parle de l'islam. Parce que pour certains, quand on entend aujourd'hui, effectivement, Zemmour ou Marine Le Pen, on est assez surpris de les entendre. Je les avais invités, ils sont pas venus. C'est bien dommage. On a un peu surpris de les entendre se revendiquer de la laïcité. Mais curieusement, ils sont laïcs dès que une femme porte le voile dans la rue, mais ils ne le sont plus quand le Sacré-Cœur, pas très loin d'ici, que ça c'est tout à fait personnel, je trouve qu'il ressemble d'un point de vue architectural à un gros fromage blanc, va être classé monument historique. Alors là, il n'y a plus de... Moi, j'aurais dit un étron, mais bon. Mais blanc, c'est pour ça que je pensais plutôt à un fromage blanc, moi, pour ma part. Donc, la libre pensée, elle est également pacifiste. On pourra peut-être parler tout à l'heure justement de penser librement aujourd'hui au moment de la guerre. Parce qu'on y reviendra sûrement, je ne vais pas anticiper, mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu dans les médias, quand on parle de la guerre en Ukraine notamment, que c'est un western, il y a les bons, il y a les méchants, point à la ligne, et il n'y a pas de place pour le débat. On en parlera après. On en parlera tout à l'heure. Et puis elle est sociale. Alors oui, bien sûr, la libre pensée est anticapitaliste. Effectivement, j'essaie de ne pas être trop chiant, parce que j'ai eu Catherine Siné au téléphone il y a quelques temps. Alors c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Si on peut lui transmettre, mais je l'ai déjà fait, je la remercie qu'elle ait accepté que le prochain numéro de La Raison, qui est le mensuel de la libre pensée, la une sera illustrée par Ciné, par un dessin de Ciné. Et elle m'a dit, la libre pensée, en substance, elle m'a dit, libre pensée, c'est intéressant, c'est pas mal. Mais vous êtes un peu chiant, non? Je vais essayer, on va essayer. C'est-à-dire, Christophe, pour tout te dire, moi, quand je vous ai contacté, je ne savais même plus que vous existiez encore. Et ben voilà. Donc on va essayer de montrer que on peut être libre penseur et moderne comme les vieux cons. D'ailleurs, j'ai adhéré aux vieux cons modernes par ailleurs. La double appartenance est tout à fait possible. Donc enfin, l'histoire, c'est que effectivement, Christophe un jour a téléphoné à notre secrétaire général pour dire, moi j'en ai marre, dans mon spectacle que j'ai effectivement vu et qui a pour, dirais-je, comme sujet penser librement aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on lance le débat et j'ai pensé à la libre pensée. Nous avons répondu favorablement à son invitation et nous sommes là. Voilà. Maintenant, alors, je voudrais m'adresser aux philosophes qui sont quand même nettement plus intelligents que nous. Je vous mets la pression, les gars. Je parle pour un philosophe. Penser librement en dehors de l'époque. Penser librement, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vas-y. Ah oui. Alors ça y est, ça me ramène donc au sujet de disserte de terminale. Qu'est-ce que c'est penser librement? Ouais. C'est bon. Moi, je me suis dit au départ, ici on nous emmerdait aussi. On disait que la libre pensée, ça risquait d'être chiant. Je me disais, mais merde, ils vont pas imposer non plus un débat autour de qu'est-ce que c'est que penser librement. On va tourner autour de notions abstraites. C'est pas possible. Partons de l'abstrait et on arrivera au concret. Exactement. Et puis je me suis dit, puis après tout, mais c'est un pléonasme. Penser librement. Moi, j'ai du mal à voir comment on peut penser autrement. Plutôt, c'est pas un adverbe qui va s'associer au verbe penser. C'est a priori, dès lors qu'on se met à penser, on éprouve ce que peut être l'exercice de la liberté, quoi. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour penser, c'est assez compliqué. Il ne faut pas simplement avoir une opinion. Il faut essayer d'entrer en dialogue avec soi et
essayer de se... Comme aurait dit Ricoeur, là, ça y est, je suis désolé, je vais être philosophe, hein, se considérer un peu soi-même. Non, comme... mais ça nous rend plus intelligents aussi. Ouais, Ouais, faut pas déconner non plus. Je sais pas qui c'est, mais vas-y, continue. Il faut essayer de se considérer soi-même comme un autre. Ça oblige à pas être trop accroché à soi-même, quoi, que de penser, de pas être trop ramassé sur soi. Ça demande cet effort de sortir de sa gangue, de ses intérêts, de ses pulsions, de ses croyances, de ses dogmes, de ses préjugés, bien entendu. Et donc, c'est... je veux dire, si on ne fait pas cet exercice-là, on a du mal à imaginer qu'il y a encore de la pensée. Et c'est plutôt ça le problème aussi aujourd'hui. C'est où est-ce qu'il y a des espaces où tout simplement on pourrait commencer à faire cet exercice-là, tranquillement, de penser. C'est pas facile, parce que là tu me demandes de parler déjà. Et très souvent, c'est pas penser librement qui est difficile, c'est penser tout haut. Et souvent, on se rend compte que quand les gens se mettent à parler, qu'en vérité, ils ne pensaient pas. Mais avant qu'ils parlent, on s'en rend pas forcément compte. D'accord. Et c'est ça qui est assez compliqué. D'accord. Tu viens de nous dire qu'il y a un paquet de cons quand même. Non, pas du tout. Parce que alors là, par contre, voilà, c'est là qu'on peut se... Parce que un paquet de cons, mais dans ce cas, je m'y inclus allègrement et volontiers. Dire qu'a priori, dès lors qu'on doit parler, c'est très compliqué de penser librement. C'est-à-dire que là, déjà, moi, je dois faire un exposé, quoi. On m'a demandé, je fais un exposé, donc, comme tu disais, d'ailleurs, je dois jouer mon rôle, je dois avoir l'air intelligent, hein, j'ai un rôle de philosophe à assurer, donc déjà, ça m'aide pas hein, à penser tout haut. Je suis d'abord attaché à mon rôle, quoi. J'essaie de bien le remplir. Bon, et je me méfie de ça, c'est toujours compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, je pratique l'humour comme toi. Je me dis, ça permet parfois juste de mettre son rôle un peu plus à distance encore. Hein, surtout quand il faut parler, encore une fois. De prendre des distances. Ouais, quand on est tout seul, ça va. On peut y arriver. Et c'est pour ça que j'ai pratiqué la philo. J'avais pas besoin de me démontrer à moi-même. Je peux accepter d'être con et de rien y comprendre quand je suis tout seul. Ça va. Mais quand je dois faire le philosophe, c'est plus compliqué. Et à la fois, je me dis, c'est un pléonasme, mais de penser librement, on ne peut pas faire autrement. Et en même temps, de l'autre côté, je me dis, mais en fait, c'est impossible. Parce qu'il y a trop d'enjeux dès lors qu'on pense. La question maintenant, c'est est-ce que c'est de plus en plus difficile? Moi, c'est mon point de vue. Bon, on fera un tour dans le public après. Est-ce que c'est pas de plus en plus difficile à notre époque, justement, de penser librement? Mais ouais, alors, notre époque, elle commence où, elle est où? Alors, je vais répondre. Ok. Ah alors, non, mais moi je te dis. Je vais répondre de manière moins philosophique, c'est très bien. Ouais. On va dire, là, la question, elle est politique. C'est-à-dire, est-ce que, toi, ton problème, par exemple, c'est de dire, je ne peux pas m'exprimer assez librement. Il y a trop de préjugés qui circulent dans ce qu'on va appeler encore l'opinion publique, appelons ça comme ça. Ça m'emmerde. On m'empêche on m'enlève des médias qui me permettraient de m'exprimer plus facilement, etc. Donc, c'est une question de... En fait, là, penser librement, ça veut dire contre qui je pense. La liberté, elle est d'abord négative, c'est-à-dire à qui je vais m'opposer, à qui je résiste. C'est ça, l'enjeu pour éprouver sa liberté. C'est difficile. Et avant, c'était plus simple. C'est là que je fais une différence. Avant, alors on va dire, il est très vague cet avant. Mais c'est-à-dire que penser librement, et la libre pensée, elle est née de là, je pense. C'est-à-dire que on s'oppose à une autorité instituée qui porte un dogme, qui dit voilà, c'est ça que vous devez penser, que vous devez croire. Autorité instituée qui peut être représentée par une église, par un parti, par un gouvernement, etc. Même par une idéologie, une philosophie. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'autorité instituée. Je veux dire, Macron, c'est rien, c'est pas une autorité instituée. On va faire des... Ouais, t'es un peu dur, là. Non, mais, je veux dire, il fait partie de ceux qui ne sont rien. Évidemment, c'est un pantin, il joue une autorité, mais elle n'existe plus. On s'en fout, on n'a absolument pas besoin de croire comme il croit. Enfin, tout le monde s'en fout. De penser comme Macron, même c'est ridicule de penser comme Macron, donc tout le monde fait plutôt l'inverse. Mais donc, ça, elle est où l'autorité instituée? Les gens ont une diversité de croyances. Et puis, sur Internet, circule un flux d'opinions inarrêtable. Alors, il n'y a plus de niche. Il n'y a plus de niche. Alors, contre quoi on lutte? Et voilà, c'est là que ça devient plus compliqué. Alors, tu n'as pas prononcé le mot, mais finalement, n'est-on pas en lutte perpétuelle à notre époque contre une sorte de nouvelle morale? Une nouvelle morale qui est à la fois l'opinion,
la bonne pensée, ces nouveaux curés de la pensée qui sont arrivés, qui nous disent maintenant quoi dire, quoi faire, comment penser correctement, etc. Mais on va y venir après. Alors, je voudrais maintenant, Benoît, est-ce que tu peux compléter? Bah, je veux dire, mais alors, la même chose, en plus court. mais le contraire. Ah ouais. Exactement. Parce que tu es parti de l'idée qu'on pensait librement, que c'était une évidence, qu'on vivait dans une société libre. Et je crois que c'est bien le paradoxe de notre époque. Après 50 ans d'affrontement Est-Ouest, le camp du libéralisme et le camp du communisme, on nous a fait croire, ou on nous dit qu'on est tout le temps libre. On est libre de choisir son téléphone de portable, on est libre de choisir son forfait, on est libre, on est libre, on est libre. Et puis en même temps, on est libre d'obéir tout le temps. C'est-à-dire que le libéralisme ne cesse de nous dire qu'il faut choisir par soi-même, mais dans le cadre de ce que le marché nous demande de choisir, et même nous impose de choisir. On est libre de penser, mais uniquement parmi les élites qui ont le droit de s'exprimer à la télé, etc. Et il y a tout un pan de la société libérale qui montre qu'en réalité, elle s'assortit parfaitement d'un consentement à l'obéissance. Hein, c'est depuis Étienne de la Boétie, on nous a appris qu'on était libre d'obéir, c'est qu'on devait absolument consentir à notre propre asservissement. Et tout le discours néolibéral ne cesse de nous encourager à faire des choix qui sont contraints et à nous obliger à choisir notre retraite, à choisir notre caisse d'assurance, etc., pour faire croire qu'en réalité on agit alors qu'on est agi. Et on est agi par un système qui peu à peu s'insinue, y compris dans nos corps, les effets de mode, les effets d'habitude et dans nos esprits. Et c'est un peu ce paradoxe. On croit penser librement alors qu'en réalité on est bien conduit à le faire. On a quand même progressé. On a remplacé l'esclavage payé par l'esclavage payant. J'irai dans ce sens-là, avant de te donner la parole, Lionel. Moi, je date un petit peu j'en reviens à ma chape morale, au nouveau moralisateur. Je date ça un petit peu, moi, vous savez, des années de lutte contre l'alcool, le tabac, rouler ville sur la route, etc. Et alors évidemment, personne ne peut dire roulons bourré. Personne ne peut dire l'alcool c'est bien, oui fumons, etc. C'est-à-dire que cet empire du bien, si bien décrit par Philippe Meuret, a fini par s'insinuer, comme tu le disais, c'est le sentiment que j'ai après, dans nos cerveaux, en partant de choses évidentes sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et puis évidemment, ne buvons pas trop, ne fumons pas trop et ne renversons pas trop de mamie sur la route. Encore que pour la caisse de retraite, ce serait bien. Mais est-ce que finalement, ce que moi j'appelle ce couloir de pensée, est-ce que ça n'a pas fini par agir sur notre mode de fonctionnement et que maintenant on est quand même un petit peu coincé parce que il est terriblement difficile de lutter contre le bien. Voilà. Là-dessus, Lionel, oui, une chute donc. Une chute, bah, non mais lutter contre le bien. Moi il y a une phrase que j'aime bien, c'est la guerre fait des morts, la paix des ravages. C'est-à-dire qu'on est dans une société où c'est le sentiment que j'ai, on voudrait que l'être humain soit parfait. C'est-à-dire qu'il soit humaniste, partageur, solidaire, qu'il respecte l'intégrité morale et physique, le respect mutuel, etc. Et qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas en fait en train de construire une société de l'effet inverse, c'est-à-dire des gens qui sont violents, intolérants, etc. Ben, moi, à vous écouter, d'abord, je suis en désaccord avec une grande partie de ce qui est dit depuis le départ, donc je me sens plutôt à l'aise. C'est que je pense qu'on se fait quand même pas mal de nos cerveaux. Il y a un libre penseur connu de tout le monde qui s'appelle Mao Zedong, qui, en répondant à un journaliste, je crois que c'était de l'Express ou de, je ne sais plus quel canard, un hebdomadaire, je crois que c'est Jean Daniel qui l'interviewait, qui demandait « Mais qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ?» Et il lui répond « C'est encore un peu tôt pour juger. » Et je pense que le simple fait qu'on apprend individuellement et collectivement des espaces de liberté après la Révolution française, des moments très archétypaux d'irruption, de volonté de lutter contre des oppressions, on est 2 siècles après, c'est quelques générations à tout péter.
Donc je dirais que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu des moments de difficulté, de stress, qui fait que le travail de libre pensée sur soi, c'est un travail d'une vie. Alors imagine quand on crée des collectifs pour apprendre à libre penser à plusieurs. C'est un travail absolument colossal. Je pense que nos sociétés sont en train en partie d'apprendre collectivement à penser librement et à libre penser. C'est quelque chose on est à l'orée de quelque chose. Ça fait juste quelques siècles que ça démarre. Après, des allers-retours, des avancées, des reculs, l'histoire n'étant pas hegélienne, on n'avance pas vers quelque chose de positif. Donc je dirais que moi je pense qu'on est dans une société qui apprend. L'absence de contraintes apparentes et une liberté protéiforme et emmerdante. Et on est dans ce marasme-là, comme tu disais, il n'y a plus de force instituée. Mais il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il y a une pluralité. Mais il y a une tonne de niches. Il y a plein de niches. Il y a une profusion de niches. Quand on va sur le net, quand on va dans les réseaux sociaux, tous les gens sont dans leur niche. Il n'y a que des chiens et des chiennes qui sont en train d'échanger entre eux dans des microcosmes où ça pense. Moi, j'ai suivi avec une collègue de l'école des mines, elle a suivi notamment des gens, comment est-ce qu'ils se documentaient au début du Covid. Des gens qu'on allait appeler quelques semaines ou quelques mois plus tard des complotistes, des anti-vax, etc. Ces gens-là, au tout départ, se documentaient, se référaient à la science du moment et essayer de savoir où était du vrai. Ils étaient dans un chemin du vrai. Alors après, ça part en couille ou pas, on voit, on analyse. Mais les gens, au départ, essayaient de comprendre ce qui leur arrivait. Comment se fait-il, comme tu dis dans tes spectacles, que tout d'un coup on te disait sortez à 5 mètres, reculez de 3 mètres, avancez à 1 kilomètre, restez 5 minutes à la maison. Voilà, toutes ces conjonctions contradictoires qui fait que dans un moment comme ça, où toute une série de forces instituées, autoritaires, te disent de faire A et le contraire de A, B et plus rien du tout, fait que dans un espace comme ça, on a beaucoup plus de difficultés à savoir où on pète. Et nos horizons, nos boussoles sont un peu désamorcés. Et je trouve, moi, qu'on a, dans les espaces que je suis, des espaces où il y a beaucoup de jeunes qui aussi ne sont pas dans l'espace que tu décris, où on a envie d'être parfait, humaniste, etc. Moi, les gamins que je peux rencontrer qui sont en école d'HEC, on ne leur apprend pas forcément à être autonome, humaniste, bienveillant et à gagner de l'argent pour le bien du monde. Non, une grande partie des gens que je côtoie sont pétris de valeurs complètement antagoniques avec la démocratie, la libre pensée et l'émancipation des gens. Et je pense que ces conflits de différentes vies qu'on a entre le matin, le soir, l'après-midi et le week-end en famille font que on sait en gros plus trop où on pète. Et je pense que justement, le fait que tu poses aujourd'hui la question « est-ce qu'on peut libre penser ?» Moi, je pense que la réponse est oui. Par contre, on libre pense pas assez ensemble. Je pense qu'on libre pense dans trop de niches et que la difficulté qu'on veut avoir, c'est, je pense toi qui l'as dit, c'est la question est politique. Comment est-ce qu'on s'approprie des espaces collectifs? Comment est-ce qu'on accepte de parler avec des autres? Quand il y a un gars qui te dit une grosse connerie ou tu penses que c'est une grosse connerie, c'est compliqué aujourd'hui de garder ta tempérance et bon... Il est en train de dire une grosse connerie. Bon, mais par bienveillance, par toute une série de termes de l'époque, on a des difficultés à rentrer en conflit, en désaccord serein. S'engueuler sereinement, ça devient très très difficile. Mais c'est justement, je voulais tu as effleuré le sujet dont je voulais parler juste après, et puis après on vous donnera la parole. Tu as parlé de manichéisme ambiant. L'idée de ce débat m'est venue, moi, de gens qui viennent me voir à la fin du spectacle et qui me disent oh, ça fait du bien d'entendre ça, plus personne le dit, alors que j'ai l'impression de simplement utiliser la liberté dans ce qu'elle a de plus basique, de faire appel à la raison. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens m'ont dit on n'ose plus maintenant, on n'ose plus parler. Tu parlais tout à l'heure de la pandémie, on peut parler de la guerre en Ukraine, peut-être qu'on en parlera. C'est important. Donner un avis qui n'est pas dans le couloir de pensée, tout de suite, manichéisme ambiant, voilà, ça on l'a vu pendant la pandémie, mais sans rentrer dans qui a raison, qui a tort, c'est pas le problème. Mais si on remettait en cause les décisions du gouvernement, tout de suite, dangereux, réactionnaire, complotiste, etc. Ce qui fait, et tu prends tous les sujets, c'est souvent ça. Ce qui fait que j'ai l'impression que les gens n'osent même plus donner un avis s'il n'est pas l'avis de la vague. Tu vois? Je pense que ce que tu dis, c'est qu'ils n'osent plus facilement donner un avis à caractère public, dans un espace public. Ça, c'est plus difficile. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit critique est dans le formol, grosso merdo. Pas entre nous.
Alors, il est dans le format dans un espace public. pas ce soir. Où là, tout d'un coup, C'est ça pas devient rien. beaucoup plus compliqué. Pas rien. C'est, si je puis me permettre, c'est la différence, à mon avis, entre penser librement et s'exprimer librement. C'est quelque chose de très important. Parce qu'effectivement, on dit là depuis un moment, on pense librement depuis toujours. Personne peut vous empêcher de penser librement. Même incarcéré, même au fin fond d'une prison, vous pensez librement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de l'exprimer librement. Totalement. Et c'est la morale ambiante, mais la morale ambiante, elle n'est pas d'aujourd'hui. La morale ambiante, ça a été dit tout à l'heure, c'était les religions, mais ça peut être n'importe quel dogme. Et c'est vrai que la libre pensée s'est érigée contre le dogme et pour le fait que chacun ait une liberté de conscience individuelle. C'est très important. Alors qui s'exprime collectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais qui soit à la base quelque chose d'individuel. Les religions ont toujours émis des dogmes, mais déjà à l'époque, pour le bien. Toutes les sociétés totalitaires, il n'est qu'à relire 1984 d'Orwell, c'est pour le bien, c'est toujours pour le bien. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est pour le bien, mais déjà à l'époque. Et les religions, elles se sont toujours préoccupées d'ailleurs, ce qui se passe dans nos assiettes et sous nos draps. C'est pas un hasard, de toute façon. Donc c'est toujours pour le bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut s'exprimer librement? Est-ce que Christophe peut s'exprimer librement sur une chaîne? On a bu un verre ensemble à l'issue de son spectacle. Il me disait, j'étais invité sur plein de plateaux de télé, maintenant, curieusement, je suis beaucoup moins. Pourquoi? Ça semble évident. Parce que c'est la ligne éditoriale qui a changé. Eh ben, peut-être que, je ne sais pas si dans le public on a des journalistes, mais ils pourraient peut-être nous expliquer comment ça se passe, parce que je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est le cas, ça peut paraître militant, mais c'est vrai, tous les journaux, tous les médias appartiennent à des grands groupes financiers. Il n'y en a que deux qui n'appartiennent pas à un groupe financier. C'est la Croix et c'est l'Humanité. Donc ça pose le problème, eh ben, tu non vois, pas de la pensée à mon avis, mais de l'expression aussi. Comme quoi les curés. Hein? Non, mais je pense Alors, que Je ne veux pas dire qu'ils soient libres, mais en tout cas, ils sont pas sous la coupe d'un groupe financier. Justement, on va déjà faire un premier tour. Hélène, pardon, on t'a coupé. J'avais pas commencé. Eh ben, t'avais pas commencé. Ah, c'est ça, hein, vous l'avez remarqué, hein, il y a une femme, une libre penseuse, ça existe, il y en a dans la salle. Et donc, effectivement, les femmes, elles sont bien placées quand même dans l'histoire. Et il y a un certain nombre de femmes qui, au point de départ, au XIXe siècle, sont allées vers la volonté de penser librement. C'est ça dont il est question. Et pour les femmes, c'était vraiment quelque chose d'énorme, hein, puisque le poids, l'esclavage, enfin je veux dire le droit de rien, c'était présent. Donc c'est un vrai combat, et donc comme ça a été dit, et là je te remercie personnellement d'avoir choisi le nom de vieux con moderne en ne reprenant pas cette histoire de vieille conne, qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui, parce que comme on met N.ES, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai trouvé ça sympa. Au départ, ça m'a un petit peu, puis après je me suis dit, mais oui, finalement, on peut être vieux con moderne, femme. Là, je suis un peu dans la provo. Hein. C'est une appellation d'origine contrôlée. Hein, c'est une appellation, oui, c'est vrai qu'on peut dire ça. Mais pour rejoindre tout ce qui a été dit et que je partage de ce point de vue-là, c'est effectivement la question centrale, c'est de pouvoir exprimer librement sa pensée aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, publiquement ou sur des chaînes, évidemment, individuellement, on peut même penser librement en prison, sauf que, voilà, c'est pas la même chose. Mais sinon, effectivement, il y a une pensée unique qui se développe, et c'est grave, quoi. Je veux dire, on est dans une société d'apparente liberté de mouvement, de consommation, etc. Mais prière quand même, si j'ose dire, d'aller dans tel sens. Effectivement, dès qu'on sort de ça, on est complotiste, on est mis à l'écart d'une certaine façon, ce que tu dis, pour toi-même. Oui, ou même on est enfin, juste voilà. ringard, Ouais, réactionnaire. et si c'était que ça, parce que ça va plus loin que ça. Et ça empêche le fait de s'exprimer, parce que vieux con, c'est un jugement, on en rigole, on se marre, ok, mais ça va plus loin que ça. C'est un ostracisme. Et Oui. L'idée voilà. m'est venue de là. Je me sentais plus en phase avec l'époque. Je me suis dit, je suis un vieux con. Off, je crée un club. Alors, Boomer. on va commencer. On va faire un premier tour. S'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer,
librement. Est-ce qu'on a bien fait de faire ce débat? Est-ce que, alors, penser librement, visiblement, tout le monde a l'air de dire qu'on peut penser librement. Moi, je ne suis pas franchement d'accord. Moi, je pense que le formatage arrive très très tôt et que de toute façon, même la pensée est dirigée. Donc, mais bon, faisons un premier tour. Je pense qu'on ne peut pas penser librement s'il n'y a pas d'expression libre, parce qu'on ne pense pas dans le vide. Pour penser, il faut donner de la matière à la pensée. Donc s'il n'y a pas d'expression, on ne peut pas nourrir la pensée. Emprisonné, isolé dans un cachot, sa pensée tourne en rond. S'il n'a pas l'information de ce qui se passe dans le monde, à quoi il va penser? Il va penser à son passé, il va penser en rond, il va penser à des thèmes métaphysiques, mais il va pas pouvoir penser sur la réalité. Je crois qu'on ne peut pas opposer les deux. Pour penser librement, il faut avoir l'expression libre et il faut que tout le monde ait accès à l'information, à une information diverse. Autrement, on tourne en rond, c'est la masturbation intellectuelle. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que, pour reprendre ton expression, que même nous, qui sommes libres, je veux dire, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Russie, j'ai l'impression que très souvent, on est enfermé dehors et que notre pensée tourne en rond aussi. Bien sûr. Mais bien sûr. Je crois qu'il y a la phrase célèbre de Thatcher que tous les gouvernements ont repris à leur compte. Il n'y a pas d'alternative. Il y a une situation mondiale qui est imposée, dont on ne peut pas sortir. Donc il faut réfléchir dans ce cadre. Il faut réfléchir donc aux soi-disant réformes qui sont proposées dans ce cadre. Mais il ne faut pas sortir de ce cadre. Et de plus en plus, on est tous, qu'on le veuille ou non, enfermés et rétrécis dans des expressions, dans des informations qui nous limitent à ce cadre. Alors on peut... C'est l'aliénation qui a toujours existé dans une société d'exploitation. L'important, c'est de le savoir. Il faut savoir qu'on est aliéné. Il faut savoir que l'information est biaisée. On ne peut pas échapper. On peut tendre, à mon sens, vers son échappée. On peut tendre vers une libre pensée, mais c'est toujours un combat. Merci. Lionel, et puis après on va repasser... C'est un dialogue avec le monsieur qui vient de parler, enfin, avec le collègue. Et t'as pas l'impression qu'on a quand même... Enfin, moi je suis né sous De Gaulle. Donc t'es peut-être né un petit peu avant. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Est-ce que le fait est gentil ou pas gentil? Non, monsieur, c'est un jugement. C'est un jugement, très bien. C'est pas un fait, c'est un jugement. C'est une opinion, c'est une opinion. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi dans la pensée, j'en suis sûr. Il n'empêche que, moi, je suis ado sous Giscard d'Estaing. Tu n'es pas ado sous Giscard d'Estaing, je suis désolé, ça se voit. Et sous Giscard d'Estaing, on voit toutes les décennies des mouvements de lutte, de résistance, d'expression, de percussion de l'espace public. Le moment SIDA, pour moi, a été un moment extraordinaire où tout d'un coup, je vois dans l'espace public des confrontations, des communautés qui jusque-là étaient assignées à fermer sa gueule, qui s'expriment. Dans les années 90, on voit toute une série d'émergences qu'on va appeler d'émergences altermondialistes, qui depuis on peut fossiliser, mais il n'empêche que contre l'ALENA, contre la création de l'OMC, il y a des gens qui, dans l'espace public en France et dans le monde, se expriment publiquement des choses. Tous les 10 ans, j'ai vu, moi de mes yeux vus, et je l'ai vécu, y compris en tant qu'activiste, des gens qui s'appropriaient l'espace public pour penser et agir librement. Et toutes les décennies, on peut nommer des moments, le LGBTQ+, IA, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, dans les années 2000-2010, quand je vois comment ça percute l'espace social, les murs à Paris aujourd'hui, je ne voyais pas ça il y a 15 ou 20 ans. Donc je dirais que, certes, on peut s'inquiéter parce qu'on a le sentiment, comme tu dis, d'être enfermé dehors, mais ça dépend qui parle. Si vous parlez aujourd'hui à un transsexuel, la libération, c'est maintenant qu'il est en train de pouvoir le gagner. Il y a 20 ans, il est enfermé dehors. Pour lui, aujourd'hui, c'est un moment, je ne vais pas de désalignation, mais en tout cas d'expression publique de quelque chose. Et selon à qui on s'adresse, le monde de libération ou d'alignation n'est pas vécu de la même façon. Et j'aimerais savoir, en fait, dans vos sentiments à vous, en fait, d'où vous exprimez à la fois votre inquiétude, votre position politique, d'où vous parlez. Parce que moi, quand je rencontre des ados aujourd'hui, je vois une volonté
de scoltiner le monde, de le secouer et de secouer les vieux cons que nous sommes. Mais t'es pas dans mon monde, tu comprends pas comment je vis. Et je vois une volonté et de l'expression dans leur propre niche à eux. Je vois des trucs qu'ils expriment entre eux absolument fabuleux, libres de poésie que j'ai pas vécu quand j'étais étudiant. Donc je me dis, d'où on parle pour dire qu'on est dans le formol à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que tout le monde exprimerait de la même manière. Alors, on va donner la parole pour te répondre. Bon, je vais être un peu provocateur. Effectivement, les luttes féministes, antiracistes, LGBT, qui sont évidemment, sur lesquelles on est tous d'accord, j'ai ce sentiment, mais peut-être que je me trompe, que tous ces gens, partant vraiment des meilleurs sentiments du monde, sont en train de reproduire un schéma qui est pire que celui qu'ils dénoncent. Je prends par exemple, et on pourra en parler après, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à lever la main et puis on se fout sur la gueule. Hein. Si on prend l'écologie maintenant, qui n'est pas d'accord pour sauver la planète, à part Trump? Bon, tout le monde est d'accord, sauvons la planète. Et on arrive dans une situation où les écolos ont raison, mais ils parlent et on a envie d'ouvrir la fenêtre pour chauffer la rue. Et je trouve ce que j'appelle moi la société de l'effet inverse. C'est-à-dire les luttes LGBT, quand on parle le brassard à la Coupe du Monde, vaste pignolade, voilà. Plus on avançait dans la compétition, et à la fin, les homos sont devenus des PD en finale. C'est-à-dire que tout ça, comment dire, certaines féministes vraiment donnent envie d'être un macho. Alors comment expliquer ça? Comment expliquer ce truc? Et je trouve que c'est ça qui est dangereux. Parce que moi j'ai l'impression souvent qu'on est en fait en pleine régression. Ne parlons pas, après je voulais parler de l'infantilisation, de la culpabilisation, mais peut-être qu'on en parlera après. C'est pour ça, c'est parce que tout le monde peut s'exprimer librement, mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'il y a une capacité, le capitaliste n'a plus d'extérieur, on l'a dit tout à l'heure, donc il a un pouvoir extrême qui est de recycler en sa propre faveur sa critique. Et la critique qu'on en fait et qui est nécessaire, tous ces mouvements émancipateurs sont essentiels, et en même temps, ce qui te choque, toi, c'est de le voir tout d'un coup apparaître. Non, il n'y a rien qui me choque. Non, mais si, tu sais, toi, ce qui te met en colère, c'est un grand avantage. Voilà qui me met en colère. Mais tu le sais, donc tu sais comment, justement, à quoi t'opposer. Ça, c'est important. C'est salvateur de ce point de vue-là. Mais on le voit, tu le vois dans la publicité. C'est-à-dire, on vous fait maintenant, il faut qu'il y ait partout dans la publicité alors voilà, c'est des homos, des hommes et des femmes de poids, comme on dit, je ne sais plus comment on dit, des hommes et des femmes de couleur, avec tous ces éléments de langage qui vont avec. Mais la représentation de la diversité... Des extra-européens, monsieur. J'adore ce terme. Donc c'est recyclé avec une force extrême. On se demande si la force de recyclage du capitaliste n'est pas plus puissante que la force réelle que tu soulignes d'émancipation. D'émancipation. Et d'abord, le problème, c'est que c'est une émancipation des identités. Ça devient très vite des identités. Alors voilà, tel ou tel, plutôt que de permettre de construire encore un monde commun, est-ce qu'on risque pas d'avoir des mondes un peu trop étanches dans cette histoire? Et c'est ça ce qui est l'enjeu ici, c'est dire où est-ce qu'on reconstruit encore quelque chose comme un monde commun, quoi, là-dedans. C'est-à-dire, j'ai de plus en plus l'impression qu'on est chacun dans une chapelle, une tribu, une communauté. Jamais, enfin, je ne sais pas si je suis tout seul à avoir ce sentiment, mais jamais le communautarisme, je trouve, a été aussi puissant que maintenant. C'est-à-dire qu'on est dans un repli sur soi. Ça va le faire. Bon, alors attendez, le monsieur là-bas, et puis ensuite... Oui, Michel Sidorov, je suis président de la Libre Pensée de Paris. Voilà. Et comme nous sommes à Montmartre, je voulais signaler que dans le cadre justement de la défense de la libre pensée, il y a un colloque qui se tient les 7 et 8 avril de cette année contre les concordats, c'est-à-dire les alliances entre les États et l'Église. Bon. Et à l'occasion de ce colloque, il y aura le 7 avril
une érection, je pèse mes mots, d'une réplique de la statue authentique, originelle du Chevalier de la Barre face au Sacré-Cœur. Statue qui a été d'abord déplacée par un conseil municipal de couleur plutôt cléricale et qui ensuite a été fondue sous Pétain pour faire des canons pour l'armée allemande. Et c'est très important cette manifestation, et donc je vous convie à y participer le 7. La libre pensée, comme Christophe Biteau l'a rappelé, c'est d'abord la défense de conditions générales, si vous voulez, institutionnelles, qui permettent à l'individu de penser, et donc, comme mon voisin l'a dit à l'instant, s'exprimer librement. Et c'est pour ça que le combat de Victor Hugo a été très important. Et il se trouve que, bon, je suis réalisateur à Radio France et réalisateur pour l'oreille, et que j'ai monté la pièce de Hugo Torquemada. Et Torquemada, bon, les gens pensent tout de suite, évidemment, c'est l'Inquisition, bien sûr, ils pensent tout de suite au geôles et aux tortures de l'Inquisition. Mais le discours fondamental de Victor Hugo, et mon ami Roland Timsit, qui est ici, a joué aussi dans la pièce, le discours central de Hugo dans Torquemada, c'est la séparation entre le pouvoir politique et l'Église. C'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, cette chose-là, elle est terriblement menacée. Vous le savez, la loi de 1905 est remise en question, et c'est un climat général. On parle ici beaucoup de climat général par rapport à la liberté de penser. Mais vous savez, ça pèse sur les institutions. Je peux vous dire, par exemple, que quand on monte, comme je l'ai fait, des poèmes de Hugo, hein, les châtiments, qui sont évidemment contre Louis Bonaparte, Napoléon le Petit, bien sûr, et que, dans un mixage, on place le discours de Macron devant les évêques, là où il affirme qu'il veut rétablir réparer le lien entre l'Église et l'État, eh bien, quand on place cette chose dans un mixage, aujourd'hui, on manque de se faire censurer. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc, pour répondre aussi à ce qui a été dit à propos des conditions générales, toutes les époques ne se valent pas. À l'époque de Giscard, par exemple, eh bien, il n'était pas possible de faire certaines choses pour le pouvoir qui sont opérées, qui sont faites aujourd'hui. Un exemple. À l'université, vous pouviez à l'université tenir des assemblées, des réunions, dans une très grande liberté. Mais aujourd'hui, le 20 janvier, le lendemain des grandes manifestations du 19, les étudiants de Strasbourg ont voulu tenir une assemblée générale. Eh bien, l'assemblée générale a été envahie par les CRS qui a chassé violemment les étudiants. Voilà la réalité, si vous voulez, institutionnelle. Et de ce point de vue, pour nous, pour la libre pensée, la laïcité, ce n'est pas la laïcité des citoyens, des individus, dans leur tête. Ça, très franchement, on s'en tape, on s'en fiche. La laïcité, c'est la garantie institutionnelle que les individus pourront penser, s'habiller librement, porter une soutane. Oui, même si à une époque, on a été obligé à Paris d'interdire le port de la soutane, mais c'était avant la loi de 1905. Mais de porter une soutane, de porter le voile, tout ce qu'on veut, un bonnet, et ça ne pose normalement aucun problème. Or, les prétendus laïcs, aujourd'hui, qui sont derrière le printemps républicain et tous ces trucs-là, s'en prennent justement à cette liberté. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en prennent à ce qu'ils appellent l'islam. Pourquoi ? C'est le retour du refoulé colonial. On le sait très bien, il s'agit de ça, il s'agit de cela. Ils n'ont jamais digéré, effectivement, la libération, en particulier du peuple algérien. Donc, je voudrais rappeler que cette question institutionnelle, elle est vraiment fondamentale. Parce que c'est là la garantie de la liberté. Aujourd'hui, pour un groupe de théâtre, pour une compagnie théâtrale, par exemple, présenter un projet, eh bien, il faut quand même présenter un thème qui soit en accord avec les préoccupations du moment, en particulier l'écologie. Et là, c'est un très gros problème de liberté d'expression. Et ça, c'est dans le dernier décret Bachelot, quand elle était ministre de la Culture. C'est ça, ne parlons pas de Bachelot. Voilà. Donc, là, vous avez un exemple de la remise en question, mais institutionnelle, de la liberté d'expression. Et on retrouve le même problème à la radio, au cinéma, à la télévision, j'en parle pas, c'est encore pire, bien sûr. Voilà, j'ai terminé. Et je continuerai, j'ai un exemple dans l'édition.
J'ai récemment sorti un roman que j'avais au préalable présenté à une grande maison d'édition, dont je ne citerai pas le nom, c'est salopard, et qui lisent le roman et me revient ce qu'on appelle maintenant les fiches de lecture. Je n'ai rien, les filles, ne pensez pas que je fais une fixation sur vous, hein. Mais bon, ce sont des lectrices maintenant, dans les maisons d'édition, qui sont plus proches de censeuses que de lectrices. Et la fiche de lecture était hallucinante, c'est-à-dire, premièrement, les personnages féminins sont trop maltraités. Deuxièmement, j'ai un personnage à l'intérieur du roman, c'était un papy atteint d'Alzheimer qui couche avec une des personnages, et on me dit, là, je sais, c'est impossible. Voilà, la liste. Ça, c'est peut-être un avis médical. Et là, si tu veux, pour te rejoindre, c'est là où je trouve très inquiétant. Si tu veux, c'est que c'est à tous les niveaux maintenant, il y a une sorte de... Et puis alors, on n'a pas de... Là, bon, je sais, c'est des lectrices, mais en général, on n'a pas de... C'est-à-dire, c'est l'opinion, c'est la ligne éditoriale, c'est... Et on ne sait pas trop, je promets. Bonsoir, je suis Catherine, je suis enseignante à la retraite et membre de la Libre Pensée. Et moi, ce qui me fait parler, c'est que... Alors, ça veut dire que tu es déjà en retraite? Oui. Eh ben, t'as du bol. Ouais. Non, on ne sait pas ce qui nous attend, même les retraités, là, qui y sont déjà, on ne sait pas. On préfère se battre. Et je voulais simplement dire qu'il y a quelque chose qui me... Une sorte de déclic. J'étais, comme mon mari, adolescente sous Giscard, et pour moi, c'est le point de départ de ce qui a commencé à basculer dans l'hypocrisie. Vous vous rappelez, on n'est plus un nain, on est une personne verticalement réduite ou je ne sais plus quoi. C'est ça, on n'est plus vieux, on est ancien, on n'est plus aveugle, on est non-voyant, on n'est plus musulman mais suspect. Tout ce vocabulaire, exactement, et tout ce vocabulaire bien pensant, style, je ne sais pas, époque de la reine Victoria en Angleterre, avec les dames patronesses et tout ce que vous voulez, et toutes les communautés et les dons, etc., pour les pauvres qui nous grandissent, bien sûr, tous. Tout ça n'a fait qu'empirer et masque une société de plus en plus violente, de plus en plus cruelle. Et c'est une immense hypocrisie qui règne actuellement. Moi, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et, pardon, j'oubliais les handicapés. Comme ancienne enseignante, les handicapés, j'en ai connu dans mes classes. Parce que vous savez, il ne fallait plus les traiter d'handicapés, donc il leur fallait plus du tout d'enseignement spécialisé à ces gamins-là. On enfermait les écoles spécialisées parce qu'il fallait leur donner toutes leurs chances pour les mettre avec les élèves comme les autres. Et donc, on leur a tout cassé. C'est un scandale. Et c'est un vocabulaire d'hypocrite. Oui, c'est pas le fait d'enlever Oncle Benz des paquets de riz qui va arrêter le racisme, on est d'accord, même si ça part d'un bon sentiment. Parce que lutter contre le racisme, qui va dire « mais non, ne luttons pas contre le racisme ». Christophe, tu voulais parler, après c'est à toi. Alors moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Lionel tout à l'heure. Je pense que oui, évidemment et fort heureusement, sinon on n'a plus qu'à se pendre tous, il y a eu des progrès sur certaines choses dans la société. Fort heureusement, mais je pense deux choses. Je pense tout d'abord que tous ces progrès que tu as évoqués tout à l'heure des minorités sexuelles, d'abord, c'est pas tombé du ciel, c'est des luttes. C'est ce que j'ai dit. C'est des luttes de ces personnes-là, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, que ce soit la gauche avec un accent circonflexe, ou que ce soit la droite, met en avant des valeurs, comment dirais-je, des questions sociétales pour éviter de parler de questions politiques parce qu'il n'y a plus de vraie divergence, il n'y a plus de vrai affrontement. Donc, pour moi, c'est quand même un vrai problème. Et je vais prendre deux exemples sur les libertés, encore une fois. Moi, je n'ai pas été ado sous Giscard, j'ai été ado sous Mitterrand. Hein, et j'avais un pote au lycée qui était un jeune giscardien. C'était assez curieux chez nous au lycée. Et il collait des petits autocollants, je me rappelle, c'était pas si mal avec Giscard. C'est assez terrible, c'est comme quand tu parles des écolos, je me dis merde, peut-être un peu finalement. Il y a des choses quand même assez étonnantes. Aujourd'hui, si on met
une banderole anti-Macron, on se retrouve convoqué au commissariat de police. Pas une banderole injurieuse, attention. Une banderole simplement anti-Macron. On est convoqué au commissariat de police. Je suis très loin d'être un fan politique de Jacques Chirac, mais enfin, à l'époque, quand quelqu'un le traitait de con, sale con, je crois que c'était au sein de l'agriculture, il a eu l'humour de dire « Enchanté, moi c'est Jacques Chirac ». Je pense quand même que, oui, c'était mieux avant, d'une certaine manière. Alors, non, moi j'ai pas... Parce qu'on était plus jeunes, comme tu dis. Hein, voilà. J'ai jamais dit que c'était... Premier exemple, celui-ci. Et deuxième exemple, c'est qu'auparavant, les politiques, quels qu'ils soient, et qu'on soit d'accord ou pas, avaient des intellectuels autour d'eux. Maintenant, ils ont des influenceurs autour d'eux. Et moi, je pense quand même que c'est révélateur de quelque chose de la dégénération de la pensée dans notre société. On est d'accord. Vas-y, c'est à toi. Oui. Alors, on peut penser librement, effectivement, soi-même, mais il est vrai aussi que notre pensée est influencée par notre environnement et notamment par l'information qui nous est donnée. Or, il y a une très grande évolution, je pense, et ça a déjà été dit, par rapport aux précédentes décennies, c'est qu'aujourd'hui, on a une information qui est dans les médias mainstream, qui est je dis bien dans les médias mainstream, et à 90% possédée, en gros, et orientée par des groupes qui sont aux mains de quelques milliardaires. Et ça ne peut pas ne pas avoir d'influence. Quand on regarde, par exemple, l'information qui est dispensée sur des sujets comme la guerre en Ukraine, ou ce qui se passe, par exemple, en ce moment au Mali, on a une seule orientation de l'information, et il faut volontairement aller chercher une autre orientation pour pouvoir avoir quelque part quelque chose de contradictoire. Mais est-ce que tu penses que le service public, entre nous, c'est mieux? Ben, je pense que le service public... Est-ce que tu ne penses pas que le service public actuellement, c'est vraiment le plus grand donneur de leçons de la Terre? Non, pas du tout. Mais certainement, il y a un lien entre les deux. Je veux dire, le fait qu'il y ait un pôle privé extrêmement puissant, évidemment... Ça, on est d'accord, oui. Voilà. Et donc, il faudrait qu'il y ait un service public puissant et indépendant. C'est vrai qu'il y a les deux. Mais je pense que seul un service public peut être indépendant. En revanche, un service privé aux mains de quelqu'un qui effectivement dispose de l'argent, ça a été très bien dit par Cyril Hanouna, c'est pas possible. Il y a évidemment une orientation qui s'impose. Oui, mais je te laisse continuer. Mais si on parle d'infos sur les chaînes privées, excuse-moi, au moins au départ, la règle n'est pas hypocrite. C'est-à-dire, c'est Bolloré. Moi, je le sais, hein, puisque à l'époque, je me baladais dans service public, chaîne privée. C'était clair qu'on nous disait, à l'époque, c'était pas Bolloré, c'était Bouygues sur TF1. Vous venez là, si vous parlez, vous critiquez Bouygues, vous ne revenez plus. Mais je préfère à la limite ça, parce qu'au moins c'est clair, net et précis. Donc ce qui fait que moi, bon, c'était mon caractère, il me le disait, j'arrivais là-bas, Bouygues c'est un con. Bon, mais c'est parce que c'était moi. Et je savais que j'allais plus y remettre les pieds, c'était gratuit et débile. Mais quand j'écoute maintenant, je ne sais pas, on peut en parler, quand j'écoute le service public, en particulier France Inter, il y a des moments, je dis, mais c'est-à-dire, on va vous expliquer comment penser. Il y a même une rubrique, je ne sais pas si vous l'écoutez sur France Info, on explique l'actualité aux enfants. Ce qui est, alors là, pour moi, l'hypocrisie la plus terrible, et j'ai entendu cette rubrique à 1h du matin. Voilà. Et en fait, ils se servent des enfants, un peu comme le clergé, pour, en fait, on va expliquer l'info aux cons. Et donc, et là, j'ai entendu la guerre aux enfants expliquer, la guerre en Ukraine expliquée aux enfants, c'est hallucinant. J'avais l'impression, alors que j'avais vécu, hein, de vivre dans un pays liberticide. C'était hallucinant. Ça m'a fait cette impression. Ah, pardon, vas-y, continue. Juste pour terminer là-dessus, donc ce que je reprocherais à ça, c'est que tu as la même chose sur BFM TV. On est d'accord. Mais BFM TV, ça ne peut pas être autrement.
parce que ça appartient à Bolloré. Donc de toute façon, ça ne peut pas être beaucoup. Ça fait une Dans le grosse service différence. public, ça pourrait être- Non, non, BFM, c'est pas Bolloré, c'est eux. Enfin, Drahi, je crois. c'est nul. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que il y a des choses qui sont inversées. Je voudrais prendre par exemple l'exemple, ça a été dit, sur la laïcité, l'exemple du voile. Donc il faut voir que la laïcité, au départ, c'est un principe qui est destiné non pas à ce que l'espace soit neutre, comme certains nous l'expliquent, mais à la liberté des individus, et que pour que la liberté des individus, la liberté de conscience des individus puisse se faire, il faut que les institutions de l'État soient neutres. Prenons le cas par exemple du voile, on a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que des gens qui voudraient interdire à certaines femmes musulmanes de porter un voile, parce que le fait qu'elles portent un voile est une atteinte à leur liberté. Donc moi je ne suis pas du tout pour que les femmes portent un voile, mais on oublie, quand on fait ça, on oublie une chose, c'est que la dignité de cette femme-là en particulier, qui veut porter un voile, la seule personne qui en est juge, c'est elle-même. Et que personne ne doit pouvoir ni l'obliger à mettre un voile, ni lui enlever de force son voile pour lui dire comment est-ce qu'il faut être libre. Et donc ça, c'est le genre de choses où il y a un principe qui est la laïcité qui est complètement retourné. L'autre exemple que je pourrais citer, c'est le féminisme. Effectivement, le féminisme, je vais donner un exemple, je ne sais pas si tout le monde réagirait comme moi, mais l'autre jour, je voyais un film de Abdel et il est Abdelaziz. Un extra-européen. Un extra-européen. Et je trouve qu'il fait des films absolument magnifiques. Donc je voyais ce film, j'étais absolument, scotché. Et c'est Mektoub My Love, je crois, quelque chose comme ça, le film. Et donc je regardais après les commentaires. Alors les commentaires, c'était « il a filmé les fesses des filles par les fesses des garçons, c'est pas bien », etc. Et ça allait de plus en plus loin dans les critiques. Et j'ai appris que il était possible que son prochain film ne sorte pas. Et les critiques se terminaient par « on voit trop le désir que ce réalisateur a pour ses actrices ». C'est-à-dire qu'on part de l'émancipation de la femme et on arrive à « le désir est un péché qui est interdit ». C'est très belle image, très belle réflexion. Ouais, mais Je trouve que c'est vrai qu'on ne filme pas assez les fesses des garçons. Et tu as dit tout à l'heure que certaines féministes te donnaient envie, pouvaient donner envie d'être macho. Et j'ai envie de te répondre. J'ai envie de te répondre à la déproche, c'est-à-dire qu'on a le droit, on peut être juive, arabe, féministe et conne. Donc le problème est plutôt sur le dernier adjectif. On est d'accord. Récemment, je crois, j'ai entendu, c'est Sandrine Rousseau, hein, que le monde entier nous envie. Oui. Non, je parle d'elle, parce que on s'en fout. Elle pourrait apparaître comme un épiphénomène, parce que finalement, elle n'est pas très importante. Mais cette pensée-là, moi je trouve qu'il y a, encore 4-5 ans, c'était un épiphénomène. C'est-à-dire le radical, cette gauche qu'on aime, qu'on adore. Cette gauche, je trouve, en parlant de Sandrine Rousseau, qui, je crois, la dernière fois, a dit on peut rire de tout, mais pas sur le climat. C'est-à-dire, imaginez mon métier, moi, donc, alors, climat, déjà, non. Et qu'est-ce qu'on a envie? La première chose qu'on a envie, c'est de rire sur le... Évidemment. Simplement, j'ai le sentiment, et peut-être que pour réorienter le débat, cette gauche, j'ai eu l'impression, alors moi j'étais, moi je suis beaucoup plus jeune que vous, hein, et J'étais adolescent quand? J'étais adolescent, non, la première fois où c'est-à-dire l'élection de Mitterrand en 81, j'avais pas encore 18 ans, mais j'allais les avoir. J'ai l'impression que cette gauche, moi je me souviens de la droite,
la droite, qui était moraliste, il y avait une bataille idéologique, c'était les réacs, Cato, les vraies valeurs, enfin je caricature, voilà. Et j'ai l'impression que maintenant, là, c'est la gauche qui est moraliste. C'est-à-dire qu'elle a malheureusement gagné le combat de l'idéologie et que maintenant, sans être au pouvoir, c'est elle qui est moraliste. Alors, ça a été initié dans la décennie où tu étais adolescent. Hein. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. La transformation, parce que la gauche a cessé d'être fondamentalement, disons, marxiste et sociale, il a fallu qu'elle se réoriente et se définisse une morale, une sorte de morale sociale, et allant dans le sens, évidemment, du respect des libertés, des identités de tous, etc. Mais elle s'est reconstruite dans la décennie à part 80, dans ces deux décennies, là, 80-90, elle s'est reconstruite autour de valeurs morales qui en font une sorte effectivement, c'est un conservatisme. Il y a un conservatisme de gauche, comme il y avait autrefois, effectivement, un conservatisme de droite qu'on reconnaissait aussitôt. Maintenant, c'est plus troublant, parce que, effectivement... J'attends autre chose. La gauche, ça ne veut rien dire. Il y a le stalinisme qui a toujours une morale qui a été la pire morale bourgeoise. Tout à fait. Qui a été contre l'avortement, qui a été contre le droit des femmes. On est d'accord, on est d'accord. L'homosexualité, qui a été contre toutes les valeurs de liberté. Comment ça, vous êtes contre le stalinisme? Non, Voilà je ne parlais pas de la gauche des arrière-grands-parents, je parlais de la gauche de maintenant. Ce qu'elle est... ce qu'elle est devenue, Qui veut prendre la parole en avance? Attends, non plus, hein. Moi j'ai un souci là-dessus. Alors Lionel, vas-y, et ensuite j'ai un souci sur le fait que la gauche se serait reconstruite sur un nouveau moralisme. Je t'ai vu acquiescer au opinions du chef. Ben non. Je suis désolé, quand on se construit dans un espace territorial bien défini où les États-nations ont la maîtrise de leur monnaie, de leur sécurité, de leur géopolitique, de leur diplomatie, de leur armée, et que 30 ans plus tard, le cadre international n'est plus opérant sur les politiques qu'on doit mettre en œuvre, le cadre politique des gauches depuis 1840 ou 1870 a pété en plein vol. Alors, certes, ça n'est pas antagonique avec le fait qu'il faille se retrouver une morale, et là-dessus je suis d'accord avec l'option que tu donnes, mais le cadre politique qui permet à la gauche de se construire a pété en plein vol. Donc tous les cadres qui permettent de réguler, automatiser, gérer des conflits, des consensus sociaux, des négociations n'existent plus. Le cadre culturel du débat public a pété en plein vol à travers un libéralisme médiatique complètement acharné. Et là, les historiens des médias montrent qu'il y a deux époques qui sont tout à fait intéressantes à mettre en analogie. Fin 19e, avec le premier libéralisme médiatique, je mets la Révolution française de côté, où c'était le monde des gazettes, mais le libéralisme juridique, fin 19e, permet à l'antisémitisme de trouver des canaux médiatiques tout à fait opérants dans la rue. À partir des années 80, où on libéralise le média et les radios, avec des émancipations de radio libre, etc., c'est aussi le moment où Berlusconi arrive à la télévision française. Et on voit bien que la percussion, en plus d'une donnée fondamentale, c'est les technologies. On ne débat plus dans un espace public de la même manière quand on a Internet et des téléphones portables et quand on a 3 chaînes de télévision à la maison. Donc, de facto, la dimension culturelle, la dimension du cadre politique et la dimension de l'organisation du débat public fait qu'il y a 3, au moins, paramètres qui fait que la gauche, elle est en slip. Elle est en slip d'un point de vue conceptuel parce que depuis qu'Hollande a pris les mains du Parti Socialiste, et je prends ce parti comme un cas d'école, l'encéphalogramme intellectuel est plat. Ça bosse plus dans ce parti. Moi, j'étais même non partisan au Parti Socialiste et j'étais invité régulièrement dans ma jeune enfance dans des commissions de travail avec les groupes sociaux, des syndicats, des assos qui étaient articulés au PC, qui étaient articulés à l'SR, qui étaient articulés aux radicaux socialistes, qui étaient articulés au Parti Socialiste à partir des années 80-90. Les espaces où on peut rencontrer le politique, ils partent en couille. Les hauts fonctionnaires qui ont rentré dans les groupes de travail, ils ont disparu une fois qu'ils sont partis à la retraite. Moi, les seuls hauts fonctionnaires, les seules générations de hauts fonctionnaires que j'ai rencontrés dans des groupes de travail sont ceux qui ont été à l'ENA au sortir de la guerre. En 45-55. Ceux-là, je les ai vus dans les groupes de travail. Ils avaient une appréhension, une égale dignité de contribution. Ils te considéraient quand tu parlais. Quand les mecs sont sortis de l'ENA, 80, donc en gros, les Fabius, les Aubry, tout ça, l'espace de dialogue, il a été rompu, on t'a renvoyé derrière ta connerie crasse de la populace. Et c'est là où je rebondis et je clôt mon intervention trop longue, c'est qu'en définitive, à travers ce conflit politique sur les valeurs, il se joue pour moi, le sujet de ton travail, c'est que, et à gauche et à droite, on voit des adversaires de la démocratie
clairement identifié aujourd'hui. Je pense que pour moi, la guerre en Ukraine, au-delà de ce qu'on peut penser, du bien et du mal, on peut en discuter. Il n'empêche que pour moi, c'est un précipité comme le Ricard, tu vois. Je vois au fond du Ricard les mecs qui, quand ils s'expriment, je sais qu'ils ont une haine et de la démocratie et la liberté de penser et de l'émancipation des gens. Et ceux qui considèrent le militant de la CGT qui s'exprime à France Télévisions comme un gros con et la manière qu'ils ont de l'interviewer, on le voit, ça transparaît derrière le fait que... Et apprends à parler avant de prendre le micro, ça se voit. Je pense que là, aujourd'hui, on a un alignement de planètes qui, à mon avis, est beaucoup plus salvateur qu'avant. C'est qu'on voit où sont nos ennemis. Clairement, aujourd'hui, je vois beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 15 ans où sont nos ennemis. Pour le coup, pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on voit de moins en moins où sont nos ennemis. Puisque l'opinion, le tribunal populaire, c'est personne. Et c'est tout le monde. C'est-à-dire que quand tu... j'en reviens à ce couloir de pensée. Quand tu penses autrement, ce qui ne veut pas dire que tu as raison ou que tu as tort, on s'en fout. Oui, c'est comme maintenant, le tout, c'est de se confronter. Ouais. Moi, je ne sais plus où sont... j'ai du mal à mettre des noms sur les ennemis, entre guillemets. Personne n'est mon ennemi. Mais c'est une sorte de... C'est pour ça que j'appelais ça une chape morale, un truc qui est là. Voilà, et qui fait qu'on pratique de plus en plus, les journalistes, n'en parlons pas, voilà, l'autocensure. Alors ça, c'est devenu quelque chose qui, je pense, pour revenir au thème du débat au départ, est-ce qu'on pense vraiment librement à partir du moment où on pratique, alors moi je peux vous le dire, dans mon métier, alors là, on commence, ne serait-ce que moi, ça m'arrive, et c'est depuis quelques années, en écrivant, de me dire, ah non merde, je vais pas mettre ça. Ça m'était jamais arrivé. Et donc, et là, je trouve que c'est très dangereux. Et là, je n'ai pas d'ennemis, je ne sais même pas à qui en vouloir. Avant, on en voulait au curé, c'était génial. On en voulait à la droite bourgeoise, c'était génial. Là, maintenant, on ne sait plus. Juste une petite chose, parce qu'on m'a fait remarquer que j'opinais, certes du chef, mais que j'opinais. Alors oui, j'opine parce que... c'est comme ça, je suis effectivement d'accord avec ce qui vient d'être dit, qui peut être résumé en une seule phrase, et on peut ne pas être d'accord, bien sûr, mais à savoir que la gauche est devenue morale dès lors qu'elle n'est plus devenue anticapitaliste. Voilà, donc j'opinais du chef, effectivement. Ok. Je me souviens de ta vidéo sur la pandémie, et cette vidéo a été censurée. Elle a disparu des oui, pendant 48 heures, elle a disparu des radars. C'est très concret, quoi. C'est pas quelque chose comme ça de nébuleux ou d'abstrait, c'est une chose extrêmement concrète. Voilà. Ben, c'est-à-dire que, alors si tu me branches là-dessus, je ne sais pas si j'avais fait en pleine pandémie, une vidéo où je me moquais des interventions de Véran, du Premier ministre, une sorte de, voilà, je vais faire le point, et je prenais les chiffres pour les renverser. Voilà. Et ça a été viral, et au bout de 12 heures, je crois, 12 ou 14 heures, hop, la vidéo a disparu des radars. Donc j'ai écrit, et c'est là où c'est intéressant, je ne savais pas à qui m'adresser en fait. Parce que monsieur YouTube, il n'existe pas. Ou madame. Et donc j'ai écrit, on a trouvé une adresse, et là j'ai fait monsieur ou madame YouTube. Voilà, la vidéo TTA a été enlevée, etc. Ils m'ont répondu assez rapidement. Genre, c'était donc votre faute, c'est les internautes qui avaient alerté sur la dangerosité d'un tel propos. Donc je leur ai dit, écoutez, là, si c'est comme ça, là, là, je me mettais en colère. Ils remettent la chose. Je n'ai jamais su pourquoi ils l'avaient enlevé. Est-ce que c'est un algorithme? Est-ce que c'est une décision de... Moi, je penche plutôt pour le... On voit souvent des trucs terribles. Une connerie de leur part. Hein. Ça va plus... Mais je ne sais pas. Et voilà, et c'est bien de parler ça, tu vois. Là, il y a une véritable censure. Ça va, je m'en suis remis. Hein. C'est pas... Il y a pire dans la vie. Hein. Mais c'est quand même révélateur de... Et puis alors surtout, on ne sait pas à qui s'adresser. C'est ça qui est terrible. Ça m'a rappelé 1984, tout d'un coup. Alors, mais dans 1984, il y a aussi la novlangue, qui devrait peut-être nous intéresser un peu. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de tordre le sens des mots. Et aujourd'hui, franchement,
l'extrême droite est plus d'extrême droite. Un jour, ils deviennent populistes, c'est-à-dire quand même dans le mot populiste, il y a le mot peuple. Donc on se dit, ah bah quand même, ils sont proches du peuple. Et puis ensuite, ils deviennent une opposition raisonnable. Voilà, on ne les désigne plus. On ne peut plus nommer les fascistes de vrais fascistes. C'est pas possible, ça nous empêche de penser. C'est comme quelque chose qui fait que peu à peu, la bataille pour les mots aussi a été perdue. Et on se demandait tout à l'heure si la gauche était d'une morale, mais en fait, c'est facile d'être de leçons morales. À partir du moment où les mots n'ont plus de contenu, n'ont plus de sens. La liberté, c'est la liberté de s'auto-désigner, une autorisation de sortie. C'est ce qu'on a fait pendant le Covid. On était libre de s'autoriser soi-même à sortir. Comme si c'était ça, maintenant, la liberté. Dans 1984, la liberté, c'est obéir au parti. Voilà, pendant une période de confinement, la liberté, c'était, quoi qu'on en pense, et moi, personnellement, je suis pour les vaccins, donc j'ai aucun problème là-dessus, hein. Quoi qu'on en pense, il fallait qu'on pense comme, non pas la science, parce qu'il y a aussi, la science, c'est utile, mais le gouvernement, ce que disait le gouvernement devenait la science. Et la porte-parole du gouvernement disait, la science a dit, alors que les chercheurs, ils cherchaient. Ils n'avaient pas encore trouvé, ça serait s'ils avaient trouvé. Et donc on n'arrête pas là, de nous mettre dans des catégories où on nous oblige à penser dans les termes de l'idéologie dominante. Et ça, c'est un vrai problème auquel on est confronté. Et quand on parle penser librement, s'exprimer librement, la parole, la continuité de la pensée. C'est vrai qu'on vit aussi dans une époque, tu m'y as fait penser, extrêmement anxiogène, avec des peurs nourries, entretenues. On parlait de la pandémie, mais la guerre en Ukraine ou plein d'autres sujets. Et là, je m'adresse au philosophe que vous êtes, et puis après, on passera le micro. Est-ce que ces peurs... Est-ce que raisonner sous le coup de l'émotion, on sait très bien que de toute façon, le résultat est toujours mauvais. Est-ce que dans cette société de peur dans laquelle on vit, puisqu'on a peur de tout maintenant, c'est absolument hallucinant, ça ne nous empêche pas aussi, nous, de carrément penser librement? Parce que moi, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que non seulement, alors s'exprimer librement maintenant, le cadre idéologique c'est restreint, mais penser librement. Comment penser librement quand on a peur? La peur est un terreau, hein. Est un terreau. Je pense que les gens pensent librement. Moi, quand tu vois sur des réseaux sociaux partout, je pense que les gens essaient de penser librement. J'ai eu la chance de jouer pour une pièce sur Robespierre, excusez-moi, pour l'Assemblée des Gilets jaunes, et j'ai rencontré des gens, et ça choquerait tout le monde, parce que j'ai vu des gens qui sont passés du Front National à l'anarchie, et des gens qui ont eu des parcours de pensée tout seuls, dans leur coin. Les mecs, ils ont pris des bouquins, et ils ont bossé, ils ont cherché, et les gens pensent librement. La question, c'est ce qui a été dit, c'est qu'on non, je pense que ces gens-là pensent librement. Oui. Et tu peux pas agréger ces gens-là à l'ensemble de la population. Mais j'y viens, parce que eux, ils se sont créés un cadre où ils ont pu penser à voix haute avec d'autres personnes. Okay, et donc, penser librement, sans pouvoir s'exprimer librement, ça sert à rien. Ça sert à rien, quelque part, ça sert à rien. Et aujourd'hui, avec l'état totalitaire dans lequel on est, les chaînes de télé, etc., effectivement, tu es tout de suite stigmatisé, tu es tout de suite mis dans une case, et on te dit, t'es complotiste, t'es ceci, t'es cela. Enfin, stigmatisé. État totalitaire, j'irai pas jusque-là quand même. Aujourd'hui, quand tu vois par exemple. Non, on peut pas dire ça, état totalitaire. Ah, il a le droit. Ah, mais on peut. Il peut. Tu peux. Pour moi. On peut être largement désaccord. Alors là, Christophe, tu me déçois, pourquoi on peut pas? Mais si, mais non, mais je viens de me piéger moi-même. T'as vu? Regarde. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je dis, ça me paraît un peu excessif quand même. Quand tu vois que des scientifiques des mecs qui ont des diplômes, qui ont eu des avis différents que l'État sur le Covid et qu'on les a traités comme des malpropres, des imbéciles, des complotistes et des gens qu'on a traités comme de la merde, tu te dis c'est pas possible. On est dans un État totalitaire. Mais non, ils n'ont pas été enfermés. Non, ils n'ont pas été enfermés. Bon, mais alors, enfin, ils n'ont pas été enfermés. Ils n'ont pas été enfermés. Tu vas en Russie, tu vois ce que c'est un État totalitaire. On peut être en désaccord sur la modulation quand même. Oui, d'accord. Certes. Totalitaire ne veut pas dire dictatorial. Ouais. Mais enfin bon, t'as les soignants qu'on va vous se faire vacciner. Pas dictatorial, d'accord, mais totalitaire, oui. Merci Christophe. Bien. J'arrête là parce que je me sens agressé. Non, on est en désaccord. Fructueux. Vas-y, il y avait ici la parole.
On va finir dans 5 minutes. On va finir dans 5 minutes. Ne nous foutons pas sur la gueule maintenant. Il y a des chandeliers, à la Polac. Voilà. Alors, silence. Oui, je voulais faire deux petites remarques. Vas-y. Hier, 21 janvier, jour anniversaire de la mort de Louis XVI, on a, la chaîne Russia Today a jeté l'éponge. Alors on en pense ce qu'on en veut. J'étais pas auditeur de cette chaîne. En tout cas, elle n'a plus le droit. Ou ils ne se sont plus sentis en capacité d'émettre en France, semi-clandestinement, par des réseaux, etc., etc. Les comptes ont été gelés. Bon, c'est peut-être de bonne guerre. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui a été fait. On en pense ce qu'on en veut. Et je voulais revenir sur ce que me disait M. Pousset sur la manière dont, on va dire, la gauche a abandonné un petit peu le combat social pour s'orienter vers des luttes sociétales dans les années 80-90. Et en termes de police de la pensée, je voudrais rappeler quand même la loi Guesso. Alors, Guesso, c'est un brave homme qui transpirait, qui avait l'accent du Midi, il était de Bessiers. En tout cas, il a pondu une loi qui interdisait de parler de révisionnisme, etc. Alors, on en pense ce qu'on en veut, je ne suis pas révisionniste, mais je trouve que ce jour-là, on avait franchi un cap. C'est intéressant qu'il exprime le point sur Russia Today. Russia Today, c'est intéressant comme un objet d'étude. Il y a quand même des chercheurs, là, pour le coup, qui ont travaillé sur les fonds, la manière dont cette télévision-là et les canaux aux alentours ont manipulé, orienté des mouvements sociaux en Catalogne, en Syrie, dans différents espaces pour essayer de contraindre et de fracturer les espaces démocratiques français par une volonté géopolitique de la Russie. Ça commence à être assez bien documenté. Je pense que moi, pour mon point de vue, Russia Today n'a pas été arrêté d'émettre assez tôt. C'est une chaîne de télévision dont la vie et la dynamique géopolitique étaient très clairement vues. Mais je donne... Non. C'est la seule chaîne où les gilets jaunes ont pu s'exprimer pendant toute la lutte des gilets jaunes. C'est un point de vue. Bien évidemment. C'est un point de vue. Non, c'est très question. Mais ça, c'est intéressant, Christophe. Non, mais tout le débat est là. Hein. C'est con au bout d'une heure et demie, dis donc. Non, Christophe, juste un point. C'est pas une question de censure, c'est une question de discussion entre nous politiques. Et c'est très intéressant. Attends, ce que tu viens de dire me paraît extrêmement intéressant. C'est un fait que, à travers, y compris le mot RT, était utilisé et scandé dans les manifs des Gilets jaunes pour dire là au moins on a un espace dans lequel on se reconnaît. Très bien, dont acte. Quand on voit la manière dont Russia Today traitait la question de la fracturation de l'espace démocratique à travers un mouvement social, non pas qu'il a créé, mais sur lequel il a surfé, il faut aussi voir que Russia Today n'a pas créé les mouvements sociaux, il a surfé dessus, il les a augmentés par une caisse d'écho de résonance absolument extraordinaire, et justement, il faut qu'on ait conscience, qu'on soit d'accord politiquement ou pas sur est-ce que c'est une censure ou pas, on peut en discuter politiquement. Bon, moi je pense que justement, ils ont creusé un sillon de fracturation de notre espace démocratique, comme ils l'ont fait en Catalogne et ailleurs. Et c'est intéressant, au moins, d'avoir une vision pluraliste sur à quoi ça sert, comment c'est financé, quels sont les canaux d'information sur lesquels ils s'agrègent. Après, on a des avis divers. On parle de caisse de résonance, mais à ce moment-là, comparons. BFM est la caisse de résonance de la politique du gouvernement. Tout à fait. On peut accuser BFM d'œuvrer à la fracture de l'espace de liberté, de pensée, par exemple. Bon. Le fait qu'il existe Russia TV, qu'il existe RT, on s'en fiche parce que moi je n'ai pas de préférence entre BFM, entre France Info et Russia TV, j'ai aucune préférence. Et le fait que Russia TV ait intérêt à mettre en difficulté, par exemple, l'intervention coloniale de la France en Afrique, très personnellement, ça me laisse parfaitement froid. D'abord parce que je ne défends pas effectivement l'intervention coloniale de la France en Afrique. Je ne me place pas du point de vue de la défense des intérêts de la bourgeoisie française, du capitalisme français. Je m'en fiche, mais alors totalement. Donc je suis contre l'interdiction de Russia TV et d'autres chaînes. Pour prendre un autre exemple de 15 secondes, je suis persuadé que CNN défend, lui, les intérêts de l'OTAN, mais je suis contre qu'il soit censuré. Qu'il puisse s'exprimer. J'allais dire... C'est un vaste débat, mais on est en plein dedans. Alors,
Bon, allez, on va peut-être encore prendre une ou deux prises de parole. Et puis, il est temps de ranger parce que... On a parlé d'autocensure. Michel, pardon, professeur à la retraite. Je tiens à dire que tout ce que j'ai pu dire pendant ma carrière de professeur, donc j'ai démarré comme instituteur et j'ai terminé en classe préparatoire. Tout ce que j'ai pu dire, si je devais recommencer aujourd'hui, je ne pourrais pas le dire. J'aurais trop la trouille. D'accord ? Faut être clair, il y a l'autocensure. Et moi, je plains mes collègues aujourd'hui qu'ils enseignent, quel que soit le niveau. Ils ont la trouille, forcément, la force des parents, de tout ce monde qui est hostile. On ne peut plus dire ce qu'on pense. Quand je vois ce que j'ai dit, je ne le referai pas. C'est tout. Mais par contre, ils auront la chance de partir à la retraite, même pas. Alors, dernière prise de parole, et puis après, nous allons clore, parce qu'on va quand même boire un coup. Alors, Jean-Marc, donc... Vas-y, lève-toi, parce que sinon... J'ai du mal à me lever, parce que... alors vas-y, on se... génération un petit peu plus vieille que toi, malheureusement. Alors, plus fort. Oui, simplement... À la retraite, j'ai eu la chance, parce que moi qui n'ai jamais fait d'études, d'avoir des amis qui m'ont conseillé d'être comptable dans une association de bibliothèque et de recherche, puisque j'avais du temps à perdre. Et là, j'ai appris des choses qui sont effroyables. Donc, il y a une réunion nationale et européenne de l'ensemble de ces bibliothèques, centres, etc. Donc, en 2019, 10% ont fermé en France. En 2021, 15%, et l'année dernière, 25%. Donc, ils ont fermé de la manière suivante, c'est-à-dire que l'État a serré les boulons dans tous les gens qui travaillaient, sauf dans le genre d'association où je fais partie, où tout est bénévole. Donc, on est obligé de partir, il n'y a plus d'emploi, ils ne pouvaient plus payer leur loyer, ils ne pouvaient plus payer leurs ordinateurs, donc ils ont fermé. Et il y a des richesses extraordinaires qui sont parties et qui partent actuellement à la poubelle. Donc, ils ont ouvert un immense hangar, immense, il faut voir les photos, en Seine-Saint-Denis, où vous avez des centaines de milliers de livres ou autres. Vous pouvez aller les chercher, sinon ça va être à la poubelle, comme ils avaient fait au Québec à une certaine époque. Deuxièmement, nous avons, grâce à la gauche, quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Ségolène Royal. Vous avez M. Hollande qui a signé un accord avec un ensemble de sociétés qui s'appelle Sofia. Et cet accord fait que 500 000, au moment de la signature, livres pouvaient être, dont on pensait qu'ils allaient disparaître, pouvaient passer au privé et donc être réédités gratuitement par toute une série d'entreprises, soit de manière numérique, soit de manière papier. Et là, les droits d'auteur, Tintin. Pour des gens qui sont aujourd'hui vivants, des auteurs qui sont vivants, qui ne recevront plus de droits d'auteur. Et donc cette entreprise agréée se réunit au mois de mars, et là, elle décide à la demande, ce sont les entreprises privées, américaines ou françaises, etc., qui disent on veut tel et tel personnage, tel, etc., auteur. Et donc j'ai eu affaire à cette liste avec des camarades. Et là on voit que maintenant, ils demandent des cahiers d'associations ou des cahiers universitaires dont on a fermé les librairies, des cahiers de recherche. Et ils les numérisent et ils les revendent gratuitement. Alors, par exemple, nous, notre association, vous voulez avoir un cahier, c'est 4 €, frais de C'est quoi ces bibliothèques compris. Ça fait 100 pages, grosso modo, c'est tous les trimestres. Vous pouvez préciser de quelle bibliothèque vous parlez, parce que je ne connais pas ce truc. Sofia. Non mais celle qui ferme. Celle qui ferme. C'est qui? C'est quoi ces bibliothèques? C'est quoi le... Ah ben elles ont toutes été concentrées à Montreuil pour les bibliothèques universitaires. Et le surplus est envoyé à la poubelle. Donc ce sont des bibliothèques universitaires dont vous parlez? Pas seulement des universitaires, mais pas seulement. Il y a des bibliothèques aussi, des associations. Par exemple, le Parti communiste français n'a plus d'archives. Il a tout donné à la Seine-Saint-Denis. Bon, faut dire que tout n'est pas beau dans les archives. Hein, mais je ne suis pas d'accord. Parce que de notre côté, nous avons récupéré des lettres sur ce qu'a écrit le Parti communiste français et le Parti socialiste, raison pour laquelle de chez elles
a démissionné du Parti Socialiste et a constitué a rejoint... bon, bref. Et dans ces lettres, qui devaient être détruites, s'adresser au gouverneur algérien, au gouverneur français en Algérie, au préfet, et au gouverneur en France, en disant en 1952-1953, la police ne fait pas suffisamment son travail pour liquider les terroristes algériens. C'est quand même intéressant. Ok. Alors, on va pas entamer un débat sur l'Algérie française, hein, parce que bon, ben, prochaine fois, peut-être. Je pense que c'est trop tard. Hein. Ouais. Prochaine fois. La mémoire, ah oui, oh, puis si avec ça qui partait. Et bon, c'est le moment de clore. Merci beaucoup à vous d'être venus. On va essayer de refaire, hein, si ça vous a plu, de refaire ces débats. Je pense qu'on va en refaire un au mois d'avril. Le thème devrait tourner autour de est-ce qu'on vit encore dans une belle démocratie, des trucs, voilà, hein, en grosso, ça va tourner autour de ça. Donc, tenez-vous au courant. Merci à ceux qui nous regardent. On va mettre ça sur YouTube. On ne va rien enlever, pas un mot, évidemment, hein, parce que sinon... voilà. Merci à tous les invités. Merci au public. Merci au Lapin Gilles, lieu hautement historique. Lapin Gilles, parce que j'en ai pas parlé au début, qui existe depuis, fondé en 1860, hein, quand même, un des derniers cabarets mythiques de Paris, et qui s'appelait, si je crois, le rue des Assassins, ou c'est ça, qui s'appelait Les Assassins avant. Imaginez un lieu qui s'appelle Les Assassins maintenant. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et puis je vous dis à très bientôt.